Bonjour mes amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Je suis ravie de vous retrouver après plusieurs mois d'absence sur la chaîne pour vous présenter les prévisions de ce nouveau mois solilunaire qui a commencé le 16 mai 2026 avec la conjonction entre le Soleil et la Lune dans le premier degré du signe sidéral du Taureau. Nous sommes aujourd'hui le 18 mai et le premier croissant lunaire a eu lieu hier soir à l'horizon ouest, peu de temps après le coucher du soleil. Vous savez que je travaille avec ce moment du cycle en priorité puisque il a été utilisé par les astrologues antiques et était porteur et toujours porteur de beaucoup d'informations sur la nature du mois qui va suivre. Donc, je vais vous donner des informations autant sur la nouvelle lune, c'est-à-dire sur la conjonction entre le soleil et la lune, puis sur le premier croissant lunaire. Et ensuite, je vais vous montrer les moments clés de cette lunaison, les influences les plus importantes, en me servant d'une carte. Donc, vous allez voir presque jour par jour ce qui va se passer pendant ce mois. On y va. Voici donc la carte avec le soleil et la lune qui se trouvent ici en conjonction dans le tout premier degré du taureau sidéral. Ça, c'est le signe du taureau. Dans le zodiaque fixe, dans le zodiaque babylonien fixe, qui est un zodiaque sidéral, le premier zodiaque de l'humanité. Et à côté de ce soleil et de cette lune, qui sont représentés par ces petits cercles ici, vous pouvez voir également Mercure et Uranus comme planètes. Que représente le taureau? Le taureau est un signe d'abondance matérielle, de richesse matérielle, de plaisir de la vie. C'est un signe gouverné par Vénus, donc il s'agit de relations, il s'agit des plaisirs amoureux. Et puis de tous les plaisirs charnels en fait et l'abondance matérielle, le luxe, la nature exubérante, etc., etc. Du côté sidéral, du côté des étoiles fixes qui se trouvent dans le taureau, nous pouvons également trouver la plupart des étoiles de la richesse, notamment l'étoile Algol. C'est une des étoiles de la richesse qui sont énumérées dans le livre des étoiles fixes d'Hermès Trismégiste. L'étoile Algol est mentionnée dans ce livre comme étant de la nature de Jupiter et de Saturne. Jupiter, l'abondance, et Saturne, la maîtrise et la stabilité. Et de cette façon, généralement, Algol est en lien avec cette idée de richesse. Si vous avez des planètes qui sont conjointes à cette étoile dans votre carte, peut-être que elle vous apportera de la richesse. Le problème avec Algol, c'est que c'est une étoile double de brillance variable et que de la même façon que l'étoile est variable, de la même façon, la richesse pourrait être variable, donc avoir des hauts et des bas. Donc, ce n'est pas très sûr avec Algol qui va apporter de la richesse, ça dépend. En tout cas, la nouvelle lunaison commence avec cet archétype-là en toile de fond, mais pas que. Le côté vénusien du taureau est également suggéré par Algol, mais d'une manière un peu plus problématique. Parce que Algol, dans le ciel, représente en réalité la tête de la Gorgone, Méduse, qui est une prêtresse d'Athéna, de la déesse Athéna. Athéna, c'est la sagesse même, c'est une déesse vierge, chaste, et qui est en lien avec les hauts idéaux dans l'amour, quelque chose de très décent en fait dans l'amour. Alors que la Gorgone Méduse, qui avait prêté un vœu de chasteté et de virginité auprès de
d'Athéna, cette gorgone méduse en réalité part avec Poséidon. Elle part soit de son propre gré, soit elle est violée par Poséidon. Il y a différentes versions de ce mythe. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, l'idée est qu'elle perd cette virginité et qu'elle va s'adonner au plaisir de la chair d'une manière qui apparaît comme un peu corrompue. Donc nous trouvons ici des sujets comme l'adultère, des sujets comme voilà le mauvais karma amoureux en fait. Les personnes qui ont des planètes ou quelque chose de très marquant à cet endroit-là dans leur carte peuvent tomber dans des situations compliquées au niveau de l'amour. Ce n'est pas dit nécessairement que que ce soit vous qui qui faites le mal dans le couple, mais l'histoire est là, l'archétype s'anime, l'histoire se rejoue. Donc nous avons ici cette tête de la Gorgone qui a été coupée par Persée et que vous connaissez tous. C'est un visage, c'est une tête de femme très belle, mais avec les cheveux de serpent. Et dont le regard vous pétrifie. En fait, le regard de la Gorgone méduse change celui qui la regarde directement en pierre, en rocher. Elle est vraiment pétrifiante. Donc il y a quelque chose de démoniaque dans cette étoile. Et surtout, quand c'est une nouvelle lune qui se produit à cet endroit, il y a des forces quelque part démoniaques qui peuvent prendre possession de la psyché, puisque la lune est noire. La lune on ne la voit pas. Elle a disparu dans les rayons du soleil. Et vous savez que les 3 jours d'invisibilité de la Lune, la journée avant la conjonction, la journée pendant la conjonction et la journée après la conjonction sont considérées comme des journées de lune noire, c'est-à-dire invisible, qui est dans le royaume des morts et qui est en lien avec la déesse Hécate par exemple. Vous voyez, la magicienne. Donc nous avons ici quand même une combinaison avec l'étoile Algol qui n'est pas très qui n'est pas très joyeuse et pas vraiment ne donne pas cette idée du taureau vraiment chouette qu'on pourrait imaginer avec juste Vénus quoi. Donc le mois solilunaire va porter sur va avoir un lien avec cet archétype-là. La Gorgone, Méduse, la magie, en fait, et le pouvoir pétrifiant, le pouvoir presque hypnotique que la Gorgone peut projeter et le pouvoir qu'elle peut exercer sur nous et sur notre psychisme. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose ici, dans cette combinaison d'étoiles et de planètes, c'est que Mercure et Uranus, que vous voyez ici, sont très proches des Pléiades. Les Pléiades, c'est un amas stellaire, vous savez, qui, dans la mythologie grecque, sont décrites d'une manière assez féerique et agréable, mais elles sont un petit peu à double tranchant aussi, puisque les Pléiades, en Mésopotamie, n'étaient pas du tout ces créatures féeriques et bienveillantes. Au contraire, les Pléiades étaient appelées Sébitou ou Sibitou. C'était 7 démons, les démons les plus féroces qui soient, et qui sont au service de Nergal. Nergal, c'est l'équivalent de Mars, de la planète Mars en Mésopotamie. Et c'est un dieu du monde souterrain également. Donc lui aussi, il est en lien avec la nuit, avec le monde souterrain et avec les démons.
Donc ces démons, ils sont à son service. Son but, en fait, à Nergal, c'est quand même pas mal de détruire tout ce qui touche. Donc ces démons-là vont détruire soit par le biais de la peur, soit par le meurtre, soit par la colère, soit par l'épidémie. Vous voyez, il y en a 7 comme ça. Je n'ai pas les 3 autres en tête, mais en tout cas, leur boulot, c'est d'aller et de faire du mal et de détruire. Donc les Pléiades, c'était ça en Mésopotamie. Quand quand il y a des planètes là-dessus, peut-être que ces démons aussi là s'activent d'une certaine manière. Maintenant, ça c'est extrêmement négatif. Il faut savoir aussi que il y avait, il y a dans les mythes aussi l'idée de cette autre entité, de cet autre esprit qui cette fois-ci sont protecteurs. C'est comme la contrepartie de cela et qui ont pour but de protéger plutôt de tous ces maux que je viens de vous énumérer. Ce qui fait que dans l'Antiquité, en fait, on pouvait par exemple les utiliser sous forme de statuettes qu'on met auprès des maisons, etc., pour protéger la maison. Donc on met, c'est comme l'image de la Gorgone qu'on pouvait mettre au-dessus de la porte de sa maison pour protéger la maison. Vous voyez, on met les démons quelque part pour combattre les démons. Donc il y a cette idée de démons à combattre en tout cas, de protection qui est nécessaire et de forces plus ou moins hostiles qui peuvent s'activer à ce moment-là. Maintenant, comme Mercure est à cet endroit, on peut imaginer que pendant ces jours de la lune noire, en fait, de l'invisibilité de la lune, on peut être mis sous le, comment dire, dans un climat médiatique mercurien en lien avec, par exemple, des épidémies. Vous savez qu'il était grandement question du hantavirus, ou bien des choses qui sont un peu controversées. Je pense notamment à l'Eurovision avec les différents, comment dire, différents types de prestations qui sont données durant cette compétition, qui est quand même un événement vénusien. Donc il s'agit ici de trouver quelles sont les valeurs esthétiques qui sont en vigueur ou qui sont recherchées ou qui vont se développer pendant le mois solilunaire. Donc ça donne le ton esthétique du mois. Voilà, ou encore, je pense qu'en France, il a été grandement question à Cannes, pendant le festival de Cannes, de l'influence que pourrait avoir, par exemple, Vincent Bolloré avec son groupe médiatique sur le cinéma français. Donc ici, nous avons aussi des significations proches de l'argent, de la production de films, de la production de produits vénusiens, en fait, comme l'art. Voilà, ce sont en gros des sujets qui relèvent autant de Mercure, la communication, que de Vénus, c'est-à-dire l'esthétique, l'art, la chanson, le cinéma, etc. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi Uranus qui est là, dans ces Pléiades, et qui est là pendant un certain moment. C'est une planète assez lente, mais là, il est vraiment super stimulé, cet Uranus. C'est-à-dire qu'il y aura quelque chose de disruptif qui va arriver. Et c'est déjà arrivé, en fait, depuis 2 jours. Quelque chose qui casse les codes sociaux, quelque chose hum,
qui se présente sous forme de révolution, de libération ou bien d'une certaine extravagance avec Uranus, mais cette extravagance et cette libération se fait avec les Pléiades, c'est-à-dire qu'en arrière-fond, nous avons d'accord des questions d'esthétique, des questions de cinéma ou d'art ou de chansons ou de financement ou de éventuellement aussi d'épidémie, puisque parmi les 7 Sébitou, il y en a aussi qui propagent les épidémies de Nergal. Donc, vous voyez, ce côté disruptif, ce côté révolté apporte sur des sujets qui sont quand même à double tranchant pour le moins, si ce n'est pas carrément négatif. Donc il faut vraiment réfléchir, faire preuve de discernement et prêter une très grande attention à la symbolique de ces étoiles. Algol et les Pléiades, tous les deux, et Algol et les Pléiades, ne sont pas généralement considérés comme des étoiles très ou des zones très propices pour les relations ou pour la fidélité ou pour la décence en amour ou pour la sérénité dans ce domaine-là. Maintenant, pour l'argent, et voilà, pour l'argent, peut-être que ça donne pour certains un grand coup comme ça, un coup de chance au niveau des gains matériels. Mais à quel prix aussi, à voir, voilà. Donc toutes ces questions-là sont soulevées par cette grande conjonction, ce grand stellium qui a lieu lors de la nouvelle lune. Heureusement, Mars ne fait pas partie de la fête et ne pourrit pas l'ambiance en plus de tout ce que j'ai dit. Ah, par contre, Saturne, lui, il envoie un sextile vers tout ce stellium, même si c'est de loin. Donc Saturne et Neptune sont configurés avec ce stellium. Je vais en parler tout à l'heure. Je vais changer de carte pour vous montrer maintenant le moment du premier croissant lunaire. Maintenant, que se passe-t-il le 17 mai au soir, c'est-à-dire hier soir, le moment où le premier croissant lunaire apparaît? Vous voyez que là, la Lune, ça c'est la carte du 17 au soir, vous voyez que la Lune, elle s'est déplacée, elle était avec le Soleil, maintenant elle est un peu plus loin dans le Taureau, et elle apparaît dans le milieu du Taureau sidéral, en conjonction presque exacte, cette fois-ci avec l'étoile Aldébaran. Et l'étoile Aldébaran, c'est encore une fois une des étoiles de la fortune, de l'abondance, de la richesse. C'est vrai, c'est l'œil du Taureau. Elle marque le milieu pile de ce signe, ainsi que le début du zodiaque babylonien fixe. Donc, c'est une étoile extrêmement importante. Et elle n'est pas du tout de nature maléfique, comme le dit Ptolémée ou comme le disent certains auteurs modernes. Aldébaran a été décrite comme une étoile de la richesse, de la bonheur et du bonheur et de la chance. Le bienheureux, l'étoile du bienheureux. C'est ainsi qu'elle était nommée par Hermès dans son livre sur les étoiles fixes. Donc c'est une étoile positive en lien avec l'abondance. Cela veut dire que ce mois-ci va nous donner, sans doute, tout ce qui commence ce mois-ci va nous donner une certaine abondance matérielle. Quelque chose comme une grande opportunité peut arriver. C'est-à-dire que le mois lunaire sera
en lien avec cette thématique-là. Déjà, le taureau est en lien avec cette thématique, mais si en plus le premier croissant lunaire apparaît dans Aldébaran avec Aldébaran, ceci veut dire que voilà, le gain matériel pourrait être au rendez-vous. Bien sûr, évidemment, il est très important où le signe du taureau se trouve dans votre carte. Peut-être que le secteur dans lequel se trouve le taureau, pour vous, n'a rien à voir avec l'argent. Peut-être il va concerner plutôt votre partenaire. À ce moment-là, c'est votre partenaire peut-être qui aura un coup de vent comme ça propice au niveau matériel. Ou bien si le taureau correspond à votre maison 4, c'est votre famille, au niveau de votre famille, que ceci peut arriver de votre père notamment. En maison 5, de vos enfants, etc. On est en maison 11, au niveau de vos amis ou de vos ressources supplémentaires qui peuvent venir par le biais de votre travail, des promotions, etc., etc. Donc, vous voyez, ça dépend où ça tombe. Juste pour pour savoir quel est le domaine plus précis de votre vie qui va s'activer pendant ce mois-ci. Et si vous avez des planètes là-dedans, alors elles s'activent. C'est un moment où leurs significations vont s'animer et se manifester. En même temps, cette lune qui apparaît dans le 16e degré du taureau, elle est configurée de manière très très étroite avec Saturne. Et vous voyez que Saturne, lui aussi, il est dans le 16e degré. Donc, ils sont dans un sextile exact. Et c'est très parlant, puisqu'en plus, Saturne, qui est ici représenté en gris, qui est encore invisible, va devenir visible dans les 6 jours à venir pour la France. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le principe saturnien sera extrêmement fort aussi. Et cette influence-là sera une des influences principales du mois. Parce que Saturne devient visible une fois par an. C'est-à-dire qu'il forme une conjonction avec le Soleil. Pendant cette conjonction, il est invisible dans le ciel. Et le moment où il devient visible est super important parce que c'est comme une naissance symbolique dans le monde, sur Terre. Le dieu Chronos ou bien Saturne naît dans le monde visible, le monde incarné sur Terre, puisque nous le voyons dans sa lumière propre, séparée indépendamment du Soleil. Donc cet événement-là, c'est un événement héliaque, c'est qu'on appelle le lever héliaque de la planète, va se produire 6 jours plus tard, c'est-à-dire si là c'est la carte du 17, 6 jours plus tard, voilà le 23 par là. On va le voir tout à l'heure sur la carte. Maintenant, que signifie ce Saturne? Saturne, lui, il est en lien avec les restrictions, les limitations, les responsabilités, l'endurance, la patience, les efforts, les choses qui sont obtenues par l'effort et le travail, au mieux. Au pire, il peut interdire quelque chose, il peut dire non à la planète qu'il aspecte. Cela veut dire que d'une certaine manière, il va ici rectifier ce que cette lune va signifier dans le taureau. C'est-à-dire que cette lune, elle va aspirer à l'abondance dans le taureau, où est exaltée d'ailleurs, et avec l'étoile Aldébaran, la richesse, mais que Saturne va imposer quelques conditions, quelques restrictions, et ces conditions et ces restrictions vont venir dans votre carte à vous de la maison astrologique dans laquelle il se trouve.
Donc, il faut voir où se trouvent les poissons dans votre horoscope. Saturne n'est pas très bien placé dans les poissons. Il n'est pas en lien, comment dire, il n'est pas très constructif. Il ne se sent pas très bien dans un signe d'eau en général. Et cela veut dire que, par exemple, au niveau de tout ce qui concerne les confinements ou des régulations concernant le virus ou être, comment dire, limiter, avoir des, comment dire, des règles comme ça d'État qui sont imposées pour telle ou telle situation avec le virus. C'est pas très, ça manque de force en fait. C'est comme si, vous voyez, les forces contraignantes de l'univers ne sont pas très contraignantes. Il y a quelque chose de carrément qui se désagrège avec Saturne en Poisson, d'autant plus que euh, Neptune est pas loin. Et Neptune, tout ce qui touche, il le dissout. C'est comme si vous essayez ici avec Saturne de construire quelque chose dans un marécage ou dans la mer. Vous voyez, et ça se dissout et vous n'y arrivez pas. Il faut construire peut-être un radeau, quelque chose comme ça pour que ça marche. C'est-à-dire que les forces comme ça de contrôle ne sont pas très puissantes. Au contraire, quelque chose dans les institutions même ou dans le pouvoir exécutif même se désagrège. Saturne est toujours fort quand il apparaît. Il essaye d'imposer des régulations, il essaye d'imposer ses contraintes, etc. Mais ça marche pas vraiment. Ça marche pas vraiment. Ici, nous pouvons aussi être témoins de dérives spirituelles qui se mettent en place avec ce Saturne et ce Neptune. Quelque chose de l'ordre du faux messie, vous savez, de la fausse spiritualité, parce que on en a déjà parlé dans d'autres vidéos avec les collègues chez Marie Montbrun et l'année dernière aussi, et cette année on en a déjà parlé, euh, du fait qu'il y a un risque de faux messie en fait. Faux messie, fausse spiritualité, voilà, et on le voit très bien. Moi, je pense qu'on peut clairement voir dans l'air une nouvelle forme de spiritualité qui essaye de s'imposer, un certain messianisme qui essaye de s'imposer. Puisque les poissons, c'est un signe spirituel hein, malgré tout, et voilà, quand Saturne est dedans, il essaye comment dire, de restreindre un archétype, de le rendre peut-être un peu dogmatique, mais ça va pas marcher parce que Neptune n'est pas loin et parce que pour plein d'autres raisons que je vais peut-être développer dans d'autres vidéos. En tout cas, voilà, au niveau du monde, je ne pense pas que ces histoires de virus, etc., etc., vont vraiment marcher, en tout cas pas pendant ce mois-ci. Puisque, en plus, ici, avec Uranus, avec ce désir de se libérer qui est là, ce désir de libération qui est là, ce besoin de changer de cadre, en fait, de briser un certain cadre de pensée, de briser un certain cadre comment dire, de pensée financière aussi, dans le taureau. Tout cela n'est pas très, comment dire, compatible avec la grande contrainte des autorités. Voilà, donc je ne pense pas qu'il faut s'inquiéter pour le virus ou quoi que ce soit. On verra plus tard dans l'année, mais là, non. Euh, voilà. Et puis,
qu'est-ce que nous pouvons voir d'autre? Nous pouvons voir le placement de la planète Vénus, parce que Vénus, c'est quand même la planète qui gouverne le Taureau et qui est vraiment très importante pendant ce mois-ci. Elle se trouve au début du signe sidéral des Gémeaux. Elle se trouve proche ici du point du solstice d'été. Cela veut dire qu'elle est assez puissante dans ce point et elle va nous donner des indications sur la qualité du principe vénusien, esthétique, musical, au niveau du cinéma, au niveau des relations, au niveau de la beauté en général, l'idée de la beauté, l'idée des relations, etc. Mais aussi au niveau de l'argent. Donc Vénus ici, quand elle rentre dans les Gémeaux, c'est comme si elle était chez Mercure. Vénus ici, elle s'éclate vraiment dans la multitude des rencontres. Ce n'est pas un moment pour s'isoler quelque part dans un état méditatif. Vénus en Gémeaux, elle aime sortir, elle est curieuse, elle essaye des nouvelles choses, des nouvelles modes vestimentaires, elle va faire du shopping, ça c'est sûr. Elle va se faire des nouveaux amis, chercher elle est sociable. Elle va aimer le langage, la littérature, les livres, les médias, communiquer, se déplacer, voyager, etc. Donc, il y a cette énergie-là, le plaisir vénusien passe par la communication et la curiosité. D'autant plus que Mercure, qui gouverne les Gémeaux, se trouve dans le signe même de Vénus. Nous avons Vénus dans le signe de Mercure, Mercure dans le signe de Vénus. De cette façon, ces deux planètes échangent leur maîtrise, les signes qu'elles gouvernent, et forment ensemble une énergie qui est extrêmement puissante, qui est bonne pour le commerce, qui est bonne pour les médias, qui est bonne pour tout ce qui est culturel en fait, la culture, le commerce, les déplacements, voilà, tout ça, ça devrait vraiment cartonner, carburer pendant ce mois-ci. Faites attention à vos dépenses parce que vous pouvez peut-être partir acheter je sais pas, partir acheter des chaussures et rentrer avec 3 robes, 5 sacs et je ne sais plus quoi. Pour les femmes, pour les hommes, peut-être avec des gadgets et des je sais plus quoi, ou des vêtements aussi, pourquoi pas. Mais voilà, normalement, c'est une très bonne influence pour le commerce, pour la pub, pour la com, pour se faire de la com, pour se faire de la pub, pour démarrer des projets de communication, lancement de sites internet, lancement de livres, surtout quelque chose qui est en lien avec l'art, par exemple. Ça pourrait marcher, la musique aussi, ça pourrait marcher très très bien. Maintenant, le problème aussi, c'est que cette Vénus, plus elle va avancer pendant le mois solilunaire, plus elle va s'exposer aux rayons de Saturne et à un moment donné, elle va se mettre sous le carré de Saturne. Elle va avancer, avancer, elle va se mettre pile là où Saturne va l'attaquer et quelque part la corrompre. Parce que Saturne, il ne fait pas que bloquer les énergies, des fois il peut aussi les corrompre. Corrompre leur qualité, compromettre la qualité vénusienne. Là, en l'occurrence. Je vais changer de carte. Je vais maintenant passer sur le logiciel Placidus. Et je vais dérouler le mois solilunaire pour que vous puissiez voir à quel moment il va se passer quoi dans ce contexte-là, déjà du début, mais comment ça va évoluer. Voici donc la carte.
C'est la même carte que tout à l'heure, mais cette fois-ci dans le logiciel. Comme ça, je pourrai avancer de jour en jour pour vous montrer ce qui se passe dans le ciel, dans le temps. Et on va commencer avec le 17 mai. Ça, c'est la carte du 17 mai quand la Lune apparaît pour la première fois, visible dans le ciel avec l'étoile Aldébaran. Maintenant, le lendemain, c'est-à-dire le 18, c'est-à-dire aujourd'hui, le jour où je fais la vidéo, la Lune change de signe, rentre dans les Gémeaux et va former une conjonction avec Vénus. C'est une excellente influence puisque Vénus, vous savez, elle représente vraiment l'amour, l'amitié, les plaisirs, tout ce dont je viens de vous parler. La Lune va se joindre à cette Vénus. L'humeur est plutôt agréable, il y a de la joie dans l'air, il y a un certain dynamisme, il y a beaucoup de passion qui est introduite dans le principe vénusien par Mars, c'est-à-dire que les échanges sont quand même passionnés. Et voilà, c'est plutôt bénéfique, plutôt agréable, puisque ce Mars, il envoie un sextile. Voilà, le lendemain, la Lune dépasse Vénus et vous voyez, elle arrive au milieu des Gémeaux où elle va se placer sous le carré exact de Saturne. C'est-à-dire que, bon, on va se rappeler à l'ordre par nos obligations et peut-être par nos anxiétés quelque part. Il y aura des blocages, des responsabilités, quelques états d'âme, certaines humeurs, voilà, plus négatives qui pourraient nous rattraper, mais pas grand-chose puisque la Lune, elle est entourée ici des bénéfiques. Ça reste une journée quand même très positive. Le lendemain, la Lune va former sa conjonction avec Jupiter aussi. Donc tous ces 3 jours, 18, 19, 20, sont assez agréables, prolifiques du côté Gémeaux, c'est-à-dire le côté intellectuel, le côté fraternel, le côté amical, communicatif, la curiosité stimulée, l'abondance d'informations peut nous arriver, etc. Et là, c'est le moment de vous dire quelque chose d'important, c'est que en même temps que se déroulent ces influences dont j'ai parlé, nous avons aussi 2 autres influences majeures du mois, même 3. L'une qui est en lien avec Saturne, puisque Saturne va devenir visible. Ici, il est encore invisible, après la conjonction avec le Soleil, il a été invisible pendant plusieurs semaines. Maintenant, il va devenir visible et le principe saturnien va s'activer énormément, c'est-à-dire les contraintes, etc. Mais aussi, Mercure va devenir visible. Et cette fois-ci, c'est excellent, puisque toutes les communications vont s'accélérer. Donc, tout ce qui est communication, éducation, voyage, sera vraiment stimulé et commerce sera stimulé par ce Mercure. Il sera marqué pendant plusieurs jours, puisque le jour où la planète devient visible, le jour J où elle devient visible, c'est un jour très important. Mais les 7 jours avant et les 7 jours après son apparition sont également des journées très puissantes où la planète se prépare à sortir. Ou après, bon, elle est sortie et immédiatement après, elle est encore en effervescence. Donc nous avons une quinzaine de jours qui sont extrêmement agités au niveau Mercure et Saturne d'ailleurs. Et comme les deux sont en aspect, disons qu'il y a entre Mercure et Saturne une ambiance assez sérieuse et assez laborieuse également, propice pour tout ce qui est
soit scientifique, soit mise en place de projets de commerce ou voilà, de quelque chose de commercial, puisque malgré tout, Mercure est dans le Taureau et il s'apprête à arriver à l'Étoile, Aldébaran lui aussi. Donc vous voyez quelque chose en lien avec voilà, des projets commerciaux, gagner de l'argent et des projets artistiques également, sous Vénus. Donc tout ça, c'est déjà en cours. Vous voyez, même si les planètes ne sont pas encore visibles, elles s'apprêtent à devenir visibles et leur énergie est déjà très, très, très stimulée. Donc nous avons cette influence en arrière-fond en permanence pendant ce mois solilunaire. La lune avance, le lendemain, le 20 mai, elle arrive dans le Cancer. Là, il y a quelques difficultés cette journée-là, ainsi que le lendemain, parce que la lune s'éloigne des bénéfiques. Elle est configurée en trigone avec Saturne, en carré avec Mars, et elle est opposée à Pluton. Ceci crée une ambiance assez lourde. Et bon, certains conflits peuvent se faire sentir. Il risque d'y avoir des émotions exacerbées, de la colère, une espèce de purge émotionnelle pourrait prendre place ici avec cette lune. Même si elle se trouve bien dans le Cancer, elle est mal configurée et donc ce pourrait être une journée conflictuelle, un peu déprimante, un peu triste, un peu des prises de pouvoir, comme ça, des luttes de pouvoir, de prise de position, de s'imposer, vouloir s'imposer, en même temps être hyper susceptible, ce genre d'ambiance. Donc pas terrible. Le 21, le 22, c'est un petit peu pareil. Moins, mais quand même semblable. Le 23, la lune rentre dans le Lion et de cette façon, on va être soulagé là à ce moment. Elle sera dans son premier quartier lunaire. Ici, nous avons une action à poser. Ça passe ou ça casse. Premier quartier de la Lune, il faut faire des choix, il faut agir, il faut poser une action, se décider de faire quelque chose et éliminer les options qui ne marchent pas de ce qu'on a décidé de faire ou bien des choses qui sont présentées toutes seules à nous et que nous devons éventuellement entreprendre. Donc, moment de prise de décision et d'action. Surtout au sujet des questions mercuriennes là, parce que la Lune est en carré avec Mercure également. Le lendemain, le 24 mai, c'est un petit peu pareil, mais c'est une influence plutôt agréable. La Lune reste assez agréable pendant ces 2 jours et l'ambiance reste plutôt agréable. À partir du 25 mai, les choses commencent à se dégrader un petit peu dans la lunaison parce que, premièrement, ici, pendant 2 jours, la Lune sera opposée à Saturne. Et ceci crée des problèmes, non seulement avec Saturne, mais aussi avec Vénus. Il y a des problèmes un petit peu relationnels qui peuvent apparaître, des blocages, des exigences qui ne peuvent pas être satisfaites, une certaine corruption de Vénus, comme on avait dit, pourrait se faire sentir. Quelque chose dans les relations pourrait ne pas rouler très bien. Ce qui est chouette, c'est que Mercure devient, là, il est vraiment visible. Et la Lune, elle est ici en trigone avec lui et avec le Soleil. C'est le premier trigone de la Lune qui est très, très propice aux activités mercuriennes, à nouveau, tout ce que j'ai déjà énuméré. Le lendemain, la Lune est toujours dans la Vierge, toujours la même configuration est en vigueur.
Le 27 mai, la Lune va passer dans la Balance et de cette façon, la situation, comment dire, relationnelle va rester à l'ordre du jour. La Lune va s'opposer à Mars. De cette façon, une certaine irritabilité, impulsivité peut prendre place, de la colère, des sautes d'humeur, des choses comme ça. Heureusement qu'ici, les deux bénéfiques sont bien configurés avec cette opposition entre la Lune et Mars, ce qui veut dire que ce ne sera pas très grave. On trouvera les moyens de temporiser, rien de très grave, mais quand même, voilà, sur fond d'irritabilité, tout ça. Le lendemain, c'est pareil. Quand la Lune est en Balance, voilà. Donc même le 29 mai aussi. Le 29 mai, elle va recevoir le trigone bénéfique de Jupiter, cette lune. Donc ici, ça reste quand même des journées assez chanceuses. Chanceuses au niveau des amitiés, etc. On trouve l'harmonie dans tout ça. On trouve l'harmonie, c'est pas, même s'il y a des irritations, elles ne prennent pas le dessus. Le 30 et le 31, la Lune est dans le Scorpion, même le 1er juin. Et de cette façon, elle s'oppose au Soleil et c'est le moment de la pleine Lune. C'est un moment hautement émotif également, puisque la Lune dans le Scorpion peut un petit peu tomber dans l'excès émotionnel. Elle peut être très sensible, très susceptible, mais aussi avoir une certaine perméabilité psychique quand elle est dans le Scorpion. Mais elle est généralement bien configurée pendant cette pleine lune. Vous voyez, elle ne forme pas d'aspect mauvais avec Saturne, elle ne forme pas de mauvais aspects avec Mars. Donc cette pleine lune sera émotionnelle, mais sans plus. Vous voyez, c'est pas un summum du drame émotionnel non plus. Voilà. Le lendemain, le 1er juin, le 2 juin, le 3 juin, la Lune se trouve dans le Sagittaire. De cette façon, elle va s'opposer à cet amas planétaire dans les Gémeaux. Tout ceci sera stimulé. À nouveau, l'éducation, l'échange, la communication, etc. seront stimulés. Au niveau des étudiants et des élèves, des lycées, etc., ça va être un moment fort. Je ne sais pas à quel moment sont les examens pour les uns et pour les autres, mais l'ambiance est vraiment propice aux études avec toutes ces planètes dans les Gémeaux. Bon, il faut savoir quand même que Saturne envoie un carré à cette belle brochette de planètes dans les Gémeaux et impose ses exigences. Il y a des exigences auxquelles il faut répondre. Une fois qu'on répond, bon, on peut même avoir plaisir à étudier, à communiquer, à échanger, etc. Le 4 juin est une journée de crise puisque la Lune se trouve conjointe à Pluton dans le Capricorne et gouvernée par Saturne qui lui-même n'est pas très bien placé dans les Poissons. Donc, ce sont tous les mois, les passages de la Lune par Pluton sont un peu délicats. Puisque déjà la Lune se trouve en exil dans ce signe. En plus, Pluton fait une grande intensité des émotions. Donc nous avons ici, on peut avoir aussi des inquiétudes, des peurs, quelques obsessions, quelques pensées comme ça obsessionnelles qui peuvent nous arriver. Bien évidemment, le tout en lien avec la maison astrologique occupée par le Capricorne dans votre propre carte de naissance. Je répète,
toujours et encore que ça dépend de votre carte de naissance. Le 5 juin, la Lune traverse toujours et encore le Capricorne. Et le 6, elle va déjà entrer dans le Verseau. Dans le Verseau, le 6 et le 7, le 8, elle va se trouver dans le Verseau. Elle va former de cette façon des beaux trigones ici avec les planètes dans les Gémeaux et va stimuler l'activité intellectuelle, la connaissance, la spiritualité, l'astrologie aussi, puisque la Lune traverse ici le Verseau qui est un signe d'astrologie, de science, de connaissance cosmique. Et en plus bien configuré avec le reste des planètes en Gémeaux. Il y a une chose qui saute aux yeux ici, c'est que Jupiter est déjà entré dans le Cancer ce jour-ci. Et ça, c'est un grand événement parce que Jupiter change de signe une fois par an. Il traverse le même signe pendant toute l'année. Et il mérite une vidéo séparée parce que je vais vous dire ce qui va nous apporter comme bénédiction, puisque Jupiter dans le Cancer, il est exalté et normalement, il va apporter beaucoup de bien. Il est censé le faire. Donc, attendez une nouvelle vidéo à ce sujet. Maintenant, la Lune, le 9 juin, elle rentre dans les Poissons, elle rejoint Saturne. Vu qu'elle est déjà décroissante et qu'elle rejoint Saturne, il peut y avoir une fatigue dans l'air, une fatigue psychique, une fatigue dans le corps également, moins de tonus, puisque voilà, tout simplement, Lune et Saturne calment les euphories et nous rend plus sages, plus lents. Des fois un peu paresseux, des fois tout simplement intellectuellement un peu fatigué. Et en plus, la Lune décroît, donc l'activité physique baisse. Néanmoins, tout ce qui concerne la spiritualité peut être bénéfique avec ce passage de la Lune, car les Poissons sont en lien avec la spiritualité. Neptune est là. Attention ici aux faux pas spirituels, les faux gourous, les fausses promesses spirituelles. Voilà, et le messianisme qui pourrait à chaque fois nous essayer de nous rattraper, un certain messianisme qui se met globalement en place dans le monde, donc qui peut s'activer au moment où la Lune passe dessus, sur ces planètes. Le 10 juin, la Lune est encore dans les Poissons. Et puis, à partir du 11, elle rentre dans le Bélier, où elle va rejoindre Mars, qui est dans son propre signe. Ici, normalement, Mars, dans son propre signe, donne beaucoup d'énergie. Mais comme la Lune ici est vraiment décroissante maintenant, peut-être que cette énergie va manquer et que tout simplement, il y aura une certaine irritabilité, un certain stress qui vont prendre place. Donc, attention aux accidents, aux chutes, ou si vous faites du sport, faites du sport plutôt que de vous énerver, peut-être, mais sans trop non plus exiger de vous, puisque quand la Lune décroît, tout simplement, l'énergie n'est plus tellement là. Il faut savoir mesurer ses forces. Et sinon, si on ne fait pas du sport, par contre, du tout, ou si on n'a pas d'activité physique du tout, on pourrait au contraire sombrer dans la colère, les ressentiments, l'impulsivité, être un peu soupolé, vous voyez, avec des états colériques de temps en temps et s'agacer, etc. Alors, Pluton est en carré avec tout ça, bon, voilà. Il peut y avoir quelques problèmes avec ce Mars. Donc le 11 et le 12 juin, un petit peu à éviter de trop, entrer dans des conflits, etc. Par contre, à partir du 13, donc le 13 et le 14 juin,
La lune se trouve dans le taureau et c'est une fin de mois vraiment très très sympathique euh, puisqu'en fait la lune se trouve ici exaltée, elle est dans le signe de Vénus, alors que Vénus elle est dans le signe de la lune. Et les deux s'échangent leur maîtrise mutuelle. En plus, Vénus est ici avec Jupiter, ensemble dans le Cancer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire beaucoup de gentillesse, beaucoup de soins, beaucoup d'amitié, les affaires familiales qui peuvent s'améliorer, quelque chose une amélioration concernant le principe féminin, les relations avec nos mères, grand-mères, épouses, copines, filles, vous voyez tout ce qui est féminin, tous les personnages féminins comme ça de la vie. Et c'est une influence vraiment très très gentille, très douce et même quelque peu exubérante. Il y a du bonheur tout simplement. Jupiter et Vénus sont ensemble. Maintenant, ça peut créer une surabondance de boissons ou de nourriture aussi. Et vu que c'est samedi ce jour-là, bon, si vous sortez ce jour-là, faites attention parce que ça pourrait se terminer en véritable orgie de nourriture. Ne pas trop abuser, voilà, et de la boisson et des repas, mais autrement, vous voyez, il y a ce climat nourricier, émotionnel, propice, favorable, doux, gentil, amoureux, amical, qui est là. En même temps, Mercure est encore visible et se trouve à un endroit très intéressant. Il est dans les Gémeaux, il est à Trône dans son propre signe, donc intelligence rapide, communication rapide, etc. Grande curiosité, mais en plus, comme Mercure se trouve ici dans le premier des Gémeaux, dans la lyre du premier Gémeaux, qui est en fait Apollon, il sera en lien avec une grande inspiration artistique et scientifique, puisque Apollon est entouré par les muses et les muses sont en lien autant avec l'art qu'avec les sciences, l'astrologie compris. Donc il y a beaucoup d'inspiration intellectuelle ici, au niveau de la musique, au niveau du théâtre, au niveau du cinéma, au niveau de l'art tout simplement, et puis des sciences, y compris au niveau de l'astrologie, puisque vous savez que Urania est une des muses. Et puis, en plus, ce jour-là, le 13 juin, la Lune est avec Uranus, la planète de l'astrologie en astrologie moderne, qui se trouve toujours et encore pas loin des Pléiades, avec leurs dons magiques, etc., leur côté occulte et leur connaissance occulte. Donc tout cela est propice à l'astrologie, propice à l'art et à la science. Bon, Saturne, il envoie ici un carré avec ses exigences dont il faut tenir compte, mais il y a la possibilité de surmonter les épreuves car Mercure est très bien placé par signe et donc aura la capacité de vaincre sur les obstacles et sur les blocages éventuels. Voilà, le lendemain, la Lune passe dans la fin du signe du Taureau pour rejoindre le Soleil pour une nouvelle lunaison, en gardant toujours ces bonnes influences dont je viens de parler à l'instant. Donc c'est un mois solilunaire qui est globalement très puissant, avec une apparition de Saturne, une apparition de Mercure, et le passage de Jupiter dans le signe du Cancer. Ceci stimule l'activité artistique, l'activité intellectuelle, la communication, les projets, tout ce qui est mercurien, le commerce y compris, déplacements, voyages, etc. Donc profitez-en pour ce genre d'activités, bien sûr, dans la mesure où elles sont compatibles avec votre carte astrologique de naissance. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.